Bonjour, je suis Mariolek et je suis Disneyphile. Il est temps de parler de Pixar, studio d'animation qui s'est lancé dans les longs métrages en 1995 et sera vite annexé à l'Empire Disney, l'un des premiers d'une longue liste. Et si sur le plan émotionnel j'ai autant d'affection pour Disney Animation Studios que pour celui-ci, Pixar a la qualité d'être un des très rares studios à ne s'être jamais réellement planté dans ses créations à mes yeux. Et quoi de plus naturel que de commencer par le filon qui a lancé tout ça, Toy Story. Et que dire, j'adore les films Toy Story, ils constituent sans conteste l'une des plus grandes trilogies existantes pour moi. Oui, j'ai dit trilogie. Quoi qu'il en soit, ce qui fait de cette trilogie une des meilleures est que j'adore davantage chaque film l'un après l'autre. Qui veut dire par concordance logique que le premier Toy Story est le moins bon du lot. Oui, j'aurais dû m'en douter. Comprenez-moi bien, ça reste un bon film, mais on sent que c'est un projet de lancement et qu'il y a certaines choses qui manquent d'être fignolées à mon sens. Donc, c'est peut-être pas plus mal de voir ça dans le détail pour être clair. En avant pour Toy Story. Le film démarre par... Ok, petite note rapide pour dire que graphiquement, ça a pris un petit coup de vieux. Ça passe encore à peu près pour les jouets, quoique, mais les personnages humains et animaux manquent cruellement de faciès flatteurs. Enfin bon, c'est le film pionnier du genre, donc on va pas trop les blâmer là-dessus. Le film commence en montrant un petit garçon, Andy, s'amuser avec ses jouets, sans se douter que ces derniers prennent vie dès qu'on ne les voit pas. Ayonne, regarde, je suis Picasso. Je piche pas. Mais c'est de l'art, gros lard. Ouais, si vous êtes fan de jeux de mots vaseux, le film en a plein à offrir. Rien que dans le premier quart d'heure. Toi, ça va, ne me cherche pas des crosses. Compris? Réunion au sommet, les amis. Un peu de ressort, allez. Remercions encore Monsieur Alphabet d'avoir mis les points sur les i. C'est pas le genre à rester couché toute la journée. Génial. Je suis fragile. Ça va, n'en fais pas une purée. C'est un cartable vert. Positif, un cartable vert. Un cartable vert? Cartable vert. De terre. C'est pas drôle. Andy fête son anniversaire à l'avance parce que la famille ne va pas tarder à déménager et tous les jouets craignent d'être délaissés en faveur d'un nouveau, mais Woody, le jouet préféré d'Andy, tente de les rassurer. Bien sûr que Woody s'en fait pas. C'est le chouchou d'Andy depuis la maternelle. Oh, Andy, arrête avec tes salades. Si Woody pense que ça va, eh ben non, David Woody, moi ça me suffit. Waouh! Comment faire passer le mot lèche-cul sans le dire? C'est assez brillant, hein? Et ceux qui connaissent pas l'expression doivent se poser des questions sur l'orientation sexuelle de Monsieur Patate. Arrêtez, personne ne perdra sa place. Je vous rappelle qu'Andy est notre meilleur copain. Et bien sûr, c'est lui qui sera délaissé et va perdre sa place à cause du nouveau jouet, c'est ça? Pousse-toi, j'ai besoin de place pour faire atterrir le vaisseau spatial. Regardez! Tellement imprévisible. Cela dit, le nouveau jouet Buzz l'éclair a du mal à capter une certaine chose. Journal de bord Buzz l'éclair, année 4072. Mon astronef a quitté la trajectoire du secteur 9. Je me suis écrasé sur une étrange planète. Ce qui me fait me demander, vu qu'apparemment c'est une condition propre à tous les jouets de la gamme Buzz l'éclair d'après la suite, une défaillance dans la fabrication d'âmes en chaîne, j'imagine. Il ne devrait pas exister un tas d'enfants qui ont perdu leur Buzz l'éclair parce que ceux-ci se seront barrés en voulant partir vers l'espace. Face à l'incrédulité logique de Woody et la crédulité embarrassante des autres... Un ranger de l'espace, à quoi ça sert en gros? Mais ça n'est pas un vrai ranger. Buzz veut prouver sa véracité en volant un licard. Vers l'infini et au-delà. Eh ben, ça c'était de l'enchaînement improbable. Et yeux fermés ou pas, t'aurais dû ressentir tous ces objets qui t'ont retenu, mec. Je peux. Là, c'est vraiment génial. Ok. On est en plein dedans, mon premier vrai problème avec le film, au cas où il y en ait qui pensent que j'étais super sérieux dans mes remarques jusqu'à présent. En dehors de Woody et Buzz,
Tous les jouets sont affreusement unidimensionnels. Comme ils sont peu développés, le film prend la route du cliché pour essayer de les démarquer, et sincèrement, je n'en ai rien à cirer d'eux de tout le film. Je les trouve même un peu trop mesquins par moment. Woody aussi, il peut causer, il a une corde vocale. Seulement lui... Seulement lui, il a une voix de chien écrasé. Ah oui, pas comme ce type-là. Je sais bien qu'Andy est fou de Buzz, mais je sais aussi qu'il te réservera toujours la place d'honneur. Ouais, au fond du grenier. Leur simplisme effarant ne sert somme toute qu'à aider à appuyer le conflit central assez facile à voir. Comme on s'y attend, on a la routine jalousie-tension entre Woody et Buzz. Et durant tout ça, on présente rapidement Sid, un enfant du voisinage qui s'amuse avec ses jouets à sa propre façon. Wow, ça c'est du pétard! C'est légal pour un gamin de cet âge. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Quand Andy n'a le droit d'emmener qu'un seul jouet à Pizza Planet, Woody veut mettre Buzz hors course un moment, mais le jette accidentellement par-dessus la fenêtre par un autre enchaînement improbable. Ce film est sponsorisé par Attrape-Souris ou quoi? Donc, après une forte agitation, Andy vient prendre Buzz, mais dépité se rabat sur Woody. Au moins, t'as la chance d'être considéré comme un second choix, toi. S'il y avait eu une fille qui m'avait vu comme ça au moins une fois dans la vie... Mais Buzz, un brin remonté, les suit, ce qui amène à une confrontation physique. Par voie de fait, bien entendu, il se retrouve laissé derrière. Il n'a pas vu que je n'étais plus là. Au moins, toi, on t'a abandonné sur une aire d'autoroute avec quelqu'un pour passer le temps. Pourquoi ce film me rappelle ma vie, merde? Ils se mettent alors en chemin pour retourner auprès d'Andy. Plus sûr dans le cockpit que dans la soupe, pauvre imbécile. Rappelez-vous, les enfants, il faut bien attacher sa ceinture en voiture. Et au bout de plusieurs péripéties, nos deux compères en plastique sont attrapés par Sid, qui passait par là par un plus ou moins heureux concours de circonstances. On va rentrer et on va se marrer. Quelles étaient les chances? En fait, c'est une réaction que je devrais copier-coller. Quelles étaient les chances? Quelles étaient les chances? Nos héros sont ainsi amenés à l'antre de la bête, et je vais accorder à ce film 2 bons points à la suite. Oui, je suis généreux comme ça. Même si Sid est un personnage pas spécialement extraordinaire, c'est assez rafraîchissant de faire de l'antagoniste simplement un sale gosse. Ça aide à rendre l'intrigue moins manichéenne en appuyant l'échelle de nos personnages avec ce qui représente une menace à leurs yeux. De plus, l'ambiance horreur avec ses jouets démembrés comme si c'était des expérience macabre et très originale pour l'époque et offre une atmosphère légèrement lugubre assez prenante. Alors qu'il tente de s'enfuir en se séparant, Buzz finit par se rendre compte de l'horrible vérité en voyant une pub à la télé. Il est en réalité asiatique. Oh, et un jouet aussi. Encore un peu de thé, madame la marquise? Anna! Maman? Woody peut faire ça? Je croyais que c'était mon truc! Arrêtez de me copier! Buzz souffre donc d'une grosse dépression suite à sa découverte, et seul un bon discours de Woody peut l'en sortir. Écoute, en face, il y a un enfant qui trouve que tu es le meilleur. Tu es un Buzz l'éclair. N'importe quel jouet vendrait ses pièces détachées pour être toi. Tu as des ailes. Tu brilles dans le noir. Tu parles. Bon, on touche à mon deuxième vrai problème, je n'arrive pas à être réellement attaché à la tourmente des personnages. Sincèrement, on a toute une chanson pas géniale en passant dédiée à Buzz qui voit son monde s'écrouler et je n'arrive pas à me sentir vraiment touché quand on voit à quel point ça a été traité comme une blague avant. On a un jouet qui fait une crise existentielle parce qu'il découvre qu'il est un jouet et un jouet qui a peur d'être délaissé par son possesseur. C'est pas simple de trouver là-dedans de quoi s'identifier ou de quoi s'impliquer.
et la mise en scène manque un peu d'impact pour y parvenir véritablement selon moi. Mais je reconnais une chose que ce film fait magnifiquement parallèlement à ça, la relation Buzz-Woody. La dynamique entre ces deux-là est excellente, que ce soit dans le comique de leur confrontation au départ, que dans le lien qui se crée entre eux de façon fluide et touchante. C'est une amitié naissante, parfaitement maîtrisée, qui représente le cœur du film. Au boulot, shérif. En face, il y a un enfant qui a besoin de nous. Il faut d'abord qu'on te sorte de là. À vos ordres. Donc, apparemment, lister ses capacités de jouet parvient à faire sortir Buzz de sa crise existentielle, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, Sid est sur le point d'envoyer exploser l'astronaute avec un pétard fusée. Ironique. Et alors, Woody et les jouets maltraités du coin montent un plan pour empêcher ça. Des mains en l'air. Oui, mon gars, c'est à toi que je m'adresse, Sid Phillips. Nous n'aimons pas être pulvérisés, Sid. Ok, troisième problème. Cette scène amène une énorme incohérence dans l'univers Toy Story. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que si tous les jouets sont vivants, c'est par une sorte de magie divine. Parce que j'ai un peu de mal à croire que ce serait un complot des fabricants à échelle mondiale qui aurait fait implanter une puce de conscience indétectable dans chaque jouet et peluche qui existe. Ce serait un chouïa farfelu, vous en conviendrez. Donc, je pars du principe que cette magie divine les empêche de bouger d'eux-mêmes ou de dire quoi que ce soit dès lors qu'un humain les voit, comme on l'observe à de nombreuses reprises. Et ça justifierait parfaitement la cohérence de cet univers. Mais on a cette scène. Et si à ce moment-là les jouets peuvent agir en étant vus par des humains, pourquoi Buzz n'a rien fait en présence d'Andy? Merde, comme je l'ai dit, on voit même dans la suite que les autres jouets de sa gamme se comportent comme lui à leur allumage. Vous me dites qu'avec tous les jouets et toutes les situations qu'il peut y avoir sur Terre, à aucun moment ce peuple ne se sera fait remarquer publiquement? Désolé, je m'en tiens à ma théorie et je considère juste cette scène comme étant un très gros faux pas dans la franchise. Et sinon, Woody est ventriloque aussi? Il a bien des talents, dites-moi. Bref, maintenant qu'ils ont traumatisé un enfant à vie, Woody et Buzz doivent rattraper le camion de déménagement d'Andy qui, comme par hasard, part juste après ça. Quelles étaient les chances? Après moult péripéties plus ou moins forcées et une référence aléatoire au Roi Lion... Buzz et Woody s'envoient en l'air. Ne me dis pas que la fusée va exploser. Certainement pas. Ben si. Donc, en envoyant chier les lois de la physique, nos deux compères finissent par rejoindre Andy, qui se pose pas plus de questions que ça. Woody, Buzz! Merveilleux, tu les as trouvés. Et où étaient-ils? Sur la banquette! Tu vois? Je crois qu'il va falloir qu'on prenne rendez-vous chez un ophtalmo, chérie. Ou un psy. Et notre film se termine alors que la famille d'Andy fête Noël. Une Madame Patate, je répète, une Madame Patate. Joyeux Noël à la patate nouvelle. Il faut que je sois rasé de frais. Toujours pas drôle. Oh, un petit chien! Pa 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 pa. C'était donc Toy Story, et je le redis, c'est un bon film. On nous fait bien entrer dans cet univers original, il y a énormément de bonnes répliques et plusieurs scènes et idées bien fichues, et notre duo de protagonistes est très efficace. Mais les personnages secondaires sont oubliables, voire un chouïa irritant, il y a un peu trop de gags faciles, et l'univers ne parvient pas à s'installer parfaitement dans sa cohérence. Et le film n'apporte aucune scène forte qui arrive à le rendre ultra mémorable intrinsèquement pour moi. Ce qui fait que, je ne vais pas vous mentir, la première fois que j'ai vu la bande-annonce de Toy Story 2, je me suis dit « Ah oui, Toy Story, j'ai vu ce film ». Il aura vraiment fallu attendre le second volet pour que je sois vraiment happé dans cet univers et ses personnages. Et bien entendu, ce sera pour la prochaine fois. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Impossible à prévoir. Étrange ou bizarre.
je suis Mayolek et j'ai l'impression de ne pas avoir donné suffisamment de mérite à Toy Story 1 la dernière fois. Je maintiens que ça reste bien sans plus, sans parvenir à être suffisamment mémorable pour moi en tant que film individuel. Mais en tant qu'introduction à la saga Toy Story, il joue parfaitement son rôle de premier opus en mettant en place l'ambiance de tout un concept, plusieurs personnages principaux ainsi que les liens entre eux et en nous familiarisant bien avec l'univers. Donc oui, c'est en partie grâce au premier Toy Story que j'aime autant Toy Story 2 et Toy Story 3. On sent d'ailleurs presque que cette suite était déjà pensée au départ, vu que ça a été seulement le 3e long métrage du studio Pixar. Et pour moi, leur premier vrai grand film, en partie déjà parce qu'ils ont corrigé pas mal de soucis par rapport au premier volet. Les graphismes se sont considérablement améliorés et restent regardables d'après les critères actuels. Les personnages de soutien sont devenus un peu moins caricaturaux et plus proactifs dans l'histoire. Ils savent chacun se montrer attachants à leur manière, à divers degrés. Rex est un peu limite pour moi. On fait gaffe aux changements instaurés à la fin de Toy Story, avec une Madame Patate qui complète très bien son mari, et le nouveau chien de la famille qui, même s'il apparaît à peine 3 minutes, sait être assez marrant. Sois naturel. Pas si naturel. L'histoire est aussi un peu plus complexe. Woody se voit enlevé par un collectionneur pour être mis dans un musée spécialisé avec d'autres jouets, et s'il n'a Dieu que pour Andy au départ, il finit par vraiment avoir un dilemme sur ce qu'il veut pour son avenir. Ce qui amène à une tourmente de personnages personnellement assez prenante. Là où j'avais un peu de mal à accrocher à ce par quoi passaient émotionnellement nos héros joués dans le premier film, ici j'arrive vraiment à me sentir impliqué dans ce qu'ils éprouvent car c'est montré de façon plus poussée et sérieuse. Même si on parle toujours de jouets et de problèmes liés à ce statut très à part. Et l'élément qui parvient à véritablement faire passer ça avec puissance, c'est Jessie. Sincèrement, au début le personnage méritait un chouïa. Mais dès qu'elle commence à s'étoffer un peu, elle devient particulièrement attachante. On comprend véritablement ce que ça signifie pour quelqu'un dans cet univers d'être oublié avec le temps, à travers son histoire, les traumatismes que ça lui a causés, et toute la scène chantée sur son passé m'a sincèrement tiré une larme. On ne peut pas oublier un enfant comme Emily ou Andy. C'est eux qui nous oublient. Elle est le grand personnage marquant du film et illustre et fait ressentir le dilemme des jouets dans ce monde à la perfection. Ça se ressent aussi un peu avec l'un des antagonistes. Bon, comme pour Sid, ces deux-là ne sont pas extraordinaires en tant que personnages en soi. Ils prennent même la route un peu facile du stéréotype pour le premier. Oh oh oh, c'est un gros lard, c'est marrant. Mais mine de rien, leurs motivations sont parfaitement compréhensibles et bien pensées. D'ailleurs, est-ce que je suis le seul à me sentir un peu désolé pour le collectionneur? Sincèrement, il voulait juste compléter sa collection pour la revendre et être riche. Combien d'entre nous ne pourraient pas s'identifier à ça? Tout ce qu'il a fait de mal, c'est voler un jouet. C'est loin de faire de lui la pire enflure au monde. Merde, si on était dans un univers plus réaliste où les jouets ne sont pas vivants, ce type pourrait être le héros d'un film. Et à la fin, ce pauvre gars voit ses rêves de fortune s'effondrer, obligé de s'en tenir à la médiocrité de son quotidien. On pratique les prix les plus bas de tout le quartier. On a complètement perdu la cote. Comment les gérants ont pu accepter de diffuser cette prise? Je suis pas publicitaire, mais ça me paraît un peu nocif pour votre produit. Et puis, il y a Papy Pépite. Ouais, le nom est stupide. Quelqu'un aurait-il vu ma pioche? Même s'il se montre très vache au départ, il est très facile de saisir ce qu'il cherche à avoir, une vie où on lui donne une importance, ce qu'il n'a jamais eu. Ce qui appuie, de façon différente de Jessie, le traumatisme que peut avoir un personnage de cet univers avec le temps. Je vais te dire, moi, ce qui est déloyal. Passer sa misérable existence sous la poussière d'une étagère à regarder les autres jouets se faire solder. Je le qualifierais difficilement de méchant à proprement parler, juste quelqu'un de désespéré qui va trop loin. En fait, j'ai suffisamment de peine pour lui pour aimer me l'imaginer se redécouvrir une nouvelle vie auprès de sa nouvelle propriétaire à la fin.
Faites un court-métrage sur ça, s'il vous plaît, Pixar. La comédie est majoritairement sympathique à suivre, quelquefois un peu forcée et gamine sur les bords, mais la plupart du temps, la dynamique entre nos personnages fait souvent mouche. Même si, comme pour Toy Story 1, on n'est pas en reste concernant les jeux de mots vaseux. Vous serez assis en tailleur autour d'un feu de camp à vous faire griller de bonnes crottes d'agneau. Ce sont des côtes d'agneau. Il y a un code mystérieux sous cette immatriculation, j'en ferai le serment. Ferme ton sac à C'est plus une plaque, c'est l'immatriculé conception. Oui. Tu te mets pile là-dessous, ça va être au poil. Lâche-moi un peu, je suis pas ton bouc à misère. À gauche. Non, l'autre gauche. Tourne de l'œil. Pas de coup fourré, je suis 6e Kwan de karaté. Et moi, je fais comme les jeunes, je danse en boîte. Non, toujours pas drôle. Bon, c'est un léger souci de la VF en particulier, qui part à mon goût un petit peu trop en freestyle pour ce film. Reviens, Woody! J'ai les mêmes à la maison! Une référence de qualité qui restera à jamais gravée dans les annales. Alors qu'à côté, on a quoi? Jurassic Park, et c'est quoi le nom de ce film déjà? Je suis ton père. Complètement obscur en comparaison. Sinon, oui, Disney avait vraiment des vues là-dessus depuis longtemps. On introduit les prémices d'une franchise qui ne s'intégrera que trop bien dans l'univers. Bonjour, je suis Barbie hôtesse. Je vous prie de garder vos mains, vos bras, vos accessoires à l'intérieur de la voiture et pas de flash, merci. Je suis une patate mariée, je suis une patate mariée. La sous-intrigue légère autour de Buzz l'éclair est bien sympathique et son double offre de nombreux passages fandards. Buzz, pourquoi on prend pas l'ascenseur? Parce qu'ils n'attendent que ça. Et tout le ton bien western cliché autour des produits dérivés sur Woody, c'est quelque chose. Répétez voir, Jessie et le chercheur d'or sont prisonniers dans la mine maudite. Le chercheur d'or a enflammé un baril de dynamite croyant que c'était une chandelle et ils vont sauter en 1000 morceaux. Woody et Bill Quad traverseront-ils sains et saufs? C'était un bon feuilleton, pourquoi l'avoir annulé? Depuis qu'on a conquis l'espace, les enfants ne veulent plus que des jouets intergalactiques. Peut-être c'est parce que l'animation, les dialogues et l'histoire étaient un peu pourris. De quand ça date ce truc des années 1920? Enfin bon, je chipote. En parlant de ça, la petite théâtre du chipotage. Tiens, et si on en faisait des caisses sur la mythologie Buzz l'éclair dans notre intro pour appuyer une sous-intrigue de 10 minutes au sein du film? Ah, vous m'avez bien eu. C'était bien ça le but. J'adore quand tu es inquiet. Voyons, pas devant Buzz. On peut faire tous les trucs cochons que tu veux devant les autres, mais m'embrasse pas devant lui. Ça le met mal à l'aise. Si tu avais crié, on serait venu te sauver. J'ai sifflé de toutes mes forces, mais rien n'est sorti. Personne ne m'entend. Tu sais qu'il y a d'autres façons de faire savoir ta présence aux autres. Où est la télécommande? Où est cette télécommande? Comment Jessie a pu ne pas voir qui a fait le coup si la télécommande est devant elle? Levez, courez. Durant tout ce temps, personne sur la route ou sur le trottoir n'est interpellé par ces plots qui marchent tout seuls. Ah, le nettoyeur! C'est pas forcément judicieux de confier la réparation de ton jouet à un vieux qui a un trouble de la personnalité. Est-ce que je suis vraiment si grassouillet? Tu t'es jamais vu dans un miroir avant ça? Vite, dans le fourmillement de l'homme poulet, il va nous conduire à terme. Et il ne ressent pas la différence de poids. Attention, il a un méga pulsatron! Combien de balles on arrive à stocker dans ce petit jouet exactement? Je vous le confie, les gars. Non! 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 Vous avez pris le temps pour faire ça tout de suite, par contre sortir Jessie de là, ça pouvait attendre un peu apparemment. Pourquoi la boîte vocale de Woody s'active pas là? La corde s'est détendue, il devrait sortir une de ses phrases là, c'est n'importe quoi! Tu me déçois, film. Une métaphore de l'érection, un film pour enfants.
Au bout du compte, c'est une version améliorée du premier volet qui sait gérer ses personnages et son univers avec beaucoup de force. Ce que Toy Story a instauré est génialement poursuivi et on n'hésite pas à faire de beaux rappels aux premières aventures de nos personnages. Tu es un jouet! C'est avec ce long métrage que, pour moi, Pixar a su trouver sa bonne vitesse de croisière. Même s'il leur est arrivé de ralentir pas mal à certains moments, on va pas se le cacher. Mais là où ils ont le plus filé droit, selon moi, c'est avec Toy Story 3. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. De l'été jusqu'à l'automne, nous n'avions besoin de personne. On poursuit les fouilles. Le nain de jardin passe la pelouse au peigne fin. Ils sont aussi en train de tourner leur film. Et s'il n'y a Dieu que pour Andy au départ, il finit par vraiment avoir un dilemme de se chercher. Il finit par vraiment avoir un dilemme de se chercher. Il finit par vraiment avoir un dilemme de se chercher. Ce sur que, il finit par vraiment avoir un dilemme sur ce qu'il veut pour... Il finit par vraiment avoir un dilemme sur ce... Bonjour, je suis Mayolek et j'adore ce film. Toy Story 3, l'achèvement d'une trilogie où nos héros jouets vont vivre leur plus grand défi. Que dire qui n'a pas déjà été dit sur ce film? Rien? Bon, je vais quand même pas manquer l'occasion de m'extasier dessus, mais vous attendez pas à des arguments très originaux. Nous suivons Woody et ses amis à l'aube du départ à la fac d'Andy, qui se verront par enchaînement d'événements légèrement improbables, mais pas autant que dans le premier opus, amenés à se rendre dans une garderie et réfléchir à leur futur. L'intrigue est brillamment réussie, en grande partie car elle a su parfaitement rebondir sur ce que les deux premiers volets ont mis en place. On a instauré cette peur profonde d'être délaissé par Andy dans Toy Story 1 et 2 surtout, et comment il fallait aborder et préparer ce moment fatidique. Maintenant, il n'y a plus rien à préparer, le moment fatidique est là, il a même déjà commencé à s'instaurer avant. Je sais que nous avons perdu quelques amis en chemin. L'écran magique, Siffly... La bergère. Ouais. Nos jouets sont dans la position où il faut faire face aux changements rudes et implacables. Est-ce qu'il faut suivre le chemin qu'on s'est tracé jusqu'au bout? Est-ce qu'il faut s'en détourner complètement? Ou existe-t-il un compromis qu'on peut atteindre? Vu comment je vous le présente, la réponse paraît assez claire, mais elle ne l'est clairement pas en découvrant le film la première fois. Et avec les discordances d'opinion en la matière et le drame qui en résulte, très légèrement forcé à un ou deux moments, on ressent une émotion particulièrement forte et frappante dans la considération de ces jouets, Woody en tête, alors qu'ils doivent se sortir d'une aventure assez rocambolesque pour rester dans l'euphémisme. Parce que oui, un gros morceau de film vise à lutter contre un système oppressif pour soi-même et qui sait peut-être pour un peu plus. Dans ce cadre-là, chaque personnage parvient à briller d'une façon ou d'une autre. Les compétences de chacun sont mises en avant de façon notable, ce qui donne vraiment cette sensation que les créateurs s'inquiètent véritablement de chacune de leurs créations et ne veulent en laisser aucune sur la touche. Et ce coup-ci, ils ne font pas de jeu de mots vaseux. Je suis peut-être vieux, mais j'ai encore du ressort. Presque. Et globalement, oui, cette atmosphère à la grande évasion n'a pas grand-chose à envier à Steve McQueen. Cette menace centrale est magnifiquement portée par un grand méchant de circonstance. Mais quelle surprise! Le gros nounours aux airs sympathiques au départ, mais qui s'avérera être un obsédé du contrôle. C'est quelqu'un qui, lui, n'a pas su s'ajuster au changement de sa vie de jouet et qui s'en est retrouvé totalement aigri. Ce qui poursuit l'illustration de cet univers que le second film avait déjà montré. Mais contrairement à Papy Pépite, je ne dirais pas que c'est juste un antagoniste désespéré qui va trop loin. C'est clairement un méchant pur jus qui a atteint un point de non-retour presque tragique dans sa rancœur. Et ça devient peut-être un peu plus manichéen que les antagonistes précédents, mais ce que ça perd en ambiguïté, ça le gagne en profondeur pour moi. Il est marquant et imposant, sa menace a du poids, c'est du tout bon à mes yeux. La force de ce film, c'est aussi son humour, qui sait à merveille quand s'incorporer et être désopilant à de nombreuses occasions. Le délire sur Buzz l'éclair espagnol réussit l'exploit d'être encore plus marrant que celui sur Buzz Beast dans Toy Story 2. Et
ça contient peut-être le couple le plus hilarant jamais fait par Disney. Salut, je m'appelle Ken. Barbie. On s'est pas déjà vu quelque part? C'est chic. Ah, si tes films pouvaient avoir ce ton-là, Barbie. Vraiment, j'adore cette façon de parodier le ton nunuche de leur pub pour fillettes. C'est juste impayable. Et j'apprécie le fait que malgré tout, on leur donne un rôle à jouer au-delà du gag. Parce que l'intrigue s'enchaîne avec beaucoup de peps. On sait faire monter l'intensité, les enjeux, le suspense. Tout grimpe pour mener à des scènes finales magistralement et... Calmons-nous une seconde. C'est peut-être pas plus mal de tempérer mon exaltation en listant quelques points discutables du film. Donc, à la fin, je trouve que les autres jouets retournent leur veste un peu trop facilement. Ils semblaient totalement être partants dans les plans de Lotso. On donnait pas mal l'impression que c'était des enfoirés qui profitaient du système eux aussi. Mais un petit discours et ils sont prêts à revoir leur méthode. Je croyais que c'était Toy Story 3, pas Shrek 3. Que Woody croise un jouet clown qui a connu Lotso et dévoile son passé à l'attention des spectateurs, c'est un peu facile en guise de comme par hasard. Et tant qu'on est dans les petites plaintes, la petite théâtre du chipotage. Buzz, ça t'embêterait que je me serre contre toi? Oui. Non, je veux dire, non, pourquoi ça m'embêterait? 7 ans plus tard, ils en sont toujours à ce stade. Buster, viens, viens. Tu t'en rends compte que maintenant que c'est devenu un cabot sénile? Quel grand acteur! Tu as une formation classique? Apparemment, ne pas bouger et se laisser faire, c'est du grand talent de comédie dans le monde des jouets. Prisonnier désarmé, commandant Lotso. Quel lien Buzz fait exactement entre son devoir de ranger de l'espace et la discipline d'une garderie? Pourquoi tu t'intéresses particulièrement à Woody au départ, monsieur le téléphone rose? Rose littéralement. Ok, à part les grands perturbés mentaux, quel enfant voudrait jouer comme ça? Au moins, on sait ce qui a inspiré FNAF. Comment il a fait, techniquement, pour balancer son dernier bras? Et comme tout bon cliché qui se respecte, il suffit d'un bon coup sur la tête pour retrouver la mémoire. Résolution facile. Voilà, c'est fait, retour sur le léchage de bottes. Ce qui aura rendu ce film aussi marquant chez les gens, ce sont 2 scènes ultra iconiques. Ce qui est déjà un sacré exploit. C'est rare d'en avoir plus d'une. Le passage de l'incinérateur est ce que Pixar a fait de plus puissant en termes de tension. On fait grimper la sauce sur le danger qu'ils encourent, on croit à plusieurs instants qu'ils vont s'en sortir, mais ça ne marche pas! Jusqu'au moment où ils finissent par se résigner dans une scène poignante. La mise en place est tellement recherchée et puissante que lors de mon premier visionnage, pendant quelques secondes qui ont paru une éternité, je me suis sincèrement surpris à penser: est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Et puis non, faut pas exagérer. C'est la façon la plus extraordinaire de jouer sur un mème, pour moi. Cette crainte légitime forte couplée à un soulagement tout aussi puissant après coup, c'est pas tous les jours qu'un dessin animé nous fait ressentir ça. Et pourtant, c'est seulement le second moment le plus poignant du film. Le premier étant, évidemment... Alors c'est toi, Bonnie? Je m'appelle Andy. Mon petit doigt m'a dit que tu aimais beaucoup les jouets. Un passage de flambeau très enfantin, mais particulièrement émouvant pour qui a grandi avec le personnage. Parce que, qu'on soit bien clair, mon attache envers Toy Story 3 vient en grande partie du fait que je suis de la génération idéale pour cette saga. J'ai vécu les différentes étapes de ma vie d'enfant à adulte à peu près au même moment où Andy a vécu les siennes sur grand écran. Il est donc très facile pour moi de tracer un parallèle entre nos deux évolutions. Comme ça a été le
cas pour beaucoup d'autres, je pense. Mais oui, ce sera clairement pas donné à tous ceux qui suivront ces 3 films, et c'est totalement compréhensible. Ça changerait au fait que ça m'a fait chialer, putain! C'était le compromis parfait à faire pour poursuivre la voie instaurée dans le film précédent en lui donnant une signification qui va encore plus loin que ça. D'aucuns pourraient se plaindre que c'est un peu trop nunuche, mais faut garder en tête qu'il s'agit d'une œuvre fictive avec quelques ficelles de narration à savoir accepter parfois. Oui, on exagère le trait, et ce depuis le début. Vous en avez connu beaucoup, vous, des gamins qui s'excitaient à ce point en s'amusant avec leurs jouets? C'est pas parce que ça réplique à 100% la réalité de notre vie que ça nous touche. Mince, personnellement, dès mes premières consoles de jeu, j'ai quasiment plus jamais touché à un jouet. J'ai dû à peu près autant m'amuser avec des figurines enfants qu'adultes, même si pas forcément pour les mêmes raisons. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? La force de cette scène, c'est son symbolisme. Andy, de façon douce amère, en faisant ce qu'il fait, dit au revoir à son enfance. Et en le regardant, ça nous rappelle ce qu'on a ressenti quand on a dit au revoir à la nôtre. On affiche dans le comportement de nos personnages que c'est une étape obligatoire de la vie et toute l'importance que cette transition signifie pour une personne. C'est la première fois que Toy Story renvoie véritablement un message rattachable à 100% pour le spectateur humain. Les 2 autres films n'avaient pas ça. Sauf si on va chercher midi à 14h dans l'interprétation. Je veux dire, il y a des gens qui vont quand même jusqu'à comparer ça à une ode à l'esclavage. Je sais pas pour vous, je trouve que ça va chercher un peu loin. Cette dernière décision et interaction achève magnifiquement toute la grande aventure que nos personnages ont vécue, et c'est facilement l'une des conclusions les plus satisfaisantes que j'ai pu voir dans une saga, donnant une trilogie qui ne fait que se bonifier de film en film. Ce qui m'amène à Toy Story 4. Pas emballé par l'idée. Bon, qu'on soit d'accord, développer l'après-Bonnie n'est pas affreux en soi, ça a été bien fait en court-métrage. Mais un long-métrage complet souffrira forcément la comparaison avec l'opus précédent. Opus qui, pour beaucoup, termine l'histoire sur une note parfaite. Ça fait vraiment superflu d'en rajouter autour de ces personnages-là. Après, un spin-off peut-être. Pas par Disney Toon, s'il vous plaît. Mais bon, à l'heure qu'il est, ce 4e volet ne sortira pas avant longtemps et on a tout le temps de s'y préparer. En attendant, on va revenir aux studios principaux la prochaine fois en commençant à mettre un peu les pieds dans le plat. En espérant que ce soit pas trop une habitude. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Je suis sûr que personne t'aimera comme je le fais. Toi et moi Depuis que Tidus est parti, je me sens tellement seul. Comme je te comprends, Yuna, depuis que Squall a changé de nom pour être dans Kingdom Hearts, il n'a plus le temps pour moi. Si seulement quelqu'un était là pour nous réchauffer. On m'a appelé les filles. Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Poursuivre une œuvre achevée dans le cœur de beaucoup, c'est toujours un souci à aborder. Il y a cette sensation de à quoi bon qui se perçoit et on est souvent déçu du résultat à plus ou moins fort degré. Et en ce qui me concerne, Toy Story 4 n'est pas une exception. La trilogie originale se terminant sur une note conclusive parfaite aux yeux de beaucoup, c'est assez gros de venir nous balancer un suivi à tous ces personnages et cette situation. Mais bon, même si ça reste une déception pour moi, ça ne veut pas dire pour autant que c'est mauvais en soi. Et on va se pencher sur ce qui marche et ce qui pêche là-dedans. En avant pour Toy Story 4. Ça démarre sur un flashback qui explique comment Bo la bergère a quitté la place avant Toy Story 3. Jouet perdu, allez latéral. Pi, Pop, Lula, le store. C'est leur nom, ça? Tu me l'as jamais dit? Tu me l'as jamais demandé. J'en ai jamais rien eu à foutre. En effet, alors qu'ils aident un jouet pris dans un cours d'eau dans un moment intense, c'est pile à ce moment-là que la bergère est donnée ailleurs. Molly, tu es sûre de ne plus en vouloir? Oui, j'en veux plus. Excusez-moi, drame gratuit much. Ça a apporté quoi cette mission de sauvetage au propos? Vous étiez pas obligé de faire de l'action bien grasse pour appuyer la relation Bo-Woody. Ça peut se faire calmement, vous savez. Je reconnais cela dit que cette séparation est touchante. Woody se voit confronté à un choix difficile dont on connaît l'issue. Maman, où est Woody? Andy, rentre à la maison. Je trouve pas Woody.
Des au revoir assez émouvants, ainsi qu'une bonne façon d'appuyer l'absence du personnage dans le troisième volet et ce que ça impliquait. Un ajout efficace à l'univers et un bon petit court-métrage. Oui, c'est vrai, il y a un film rattaché à ça. Un joli montage rappel plus tard, on découvre ainsi nos jouets qui sont désormais à Bonnie la petite fille. Cela dit, Woody n'est pas parfaitement aux anges parce qu'il est délaissé. Voilà, au revoir les jouets. Yeeha, shérif Jessie, en avant pile poil. Cette prémisse a été pas mal décriée en raison du film précédent. C'était le jouet particulier préféré d'Andy. Lors du passage de flambeau, il y avait toute une signification très forte autour de lui. Comment ose-t-on nous la montrer, n'en avoir rien à secouer de lui après ça? Alors, ma réponse va être un peu paraphrasée, mais ce sont des jouets. Moi aussi, j'adore la symbolique de cette scène, mais je ne m'attendais pas non plus à ce que Woody passe de jouet préféré d'Andy à jouet préféré de Bonnie. Et avec un tout jeune enfant comme ça, on n'est jamais certain de ce qui lui plaira un jour et le lendemain. De son point de vue, ce n'est pas dérangeant pour moi de la voir s'acoquiner plus à d'autres. Déjà, vu qu'il a un équivalent féminin, c'est un peu logique qu'une petite fille se sente plus attirée par ce jouet-là. Et surtout, ça permet de bien appuyer qu'on n'est plus dans la même situation qu'avant. Woody n'est plus le nouveau chef du coin et sa nouvelle propriétaire ne va pas le traiter comme Andy le faisait. Bon, ça fait se demander pourquoi elle l'emmène avec elle dans chaque court-métrage si elle le considère comme ça maintenant. Mais ce n'est pas tant que ça en désaccord avec le troisième volet et ça aide à poser la direction que le film veut prendre. Oui, je sais que je suis gentil pour l'instant, mais attendez-vous à ce que ça change vite. Oh, regarde ça, tu as ton premier mouton de poussière. Oh, c'est trop mignon. Comment tu vas l'appeler? Pourquoi pas mouton? Michel, Henri, Rillette? boule de poil, Poil de chat? Non, pot de colle. pompon. Pantoufle. Je sens que les jeux de mots vaseux vont me manquer. Voyant la détresse de Bonnie pour son premier jour à la maternelle, il décide de l'accompagner discrètement. Qu'est-ce que tu voulais dire, Woody? Woody? Je sais pas comment vous avez fait pour pas le voir entrer dans ce cartable. Et une fois arrivé là-bas, où apparemment il n'y a qu'elle qui soit mal à l'aise pour sa toute première fois à l'école, tous les autres ont redoublé leur maternelle. Le drame s'intensifie. Bonjour. Arrêtez, vous allez me faire chialer. Woody décide de l'aider en OK. Vous pouvez pas faire cette référence alors que hors du temps montrer que Bonnie n'avait pas de mal à socialiser sans ses parents. Moi je veux bien oublier les incohérences avec les courts-métrages pour les besoins de votre intrigue. Du genre Jessie qui a toujours sa claustrophobie alors qu'elle l'a surmontée dans Panique au motel. Mais à ce moment-là, ne me les rappelez pas. Enfin bref, il donne en catimini à Bonnie de quoi se fabriquer un nouveau copain. Bonjour, je suis Fourchette. Comment allez-vous? On voit que t'as longuement réfléchi au nom. Bonjour, moi c'est Stylobic. Moi c'est Cornette Alchanter. Seulement... It's alive! It's alive! It's alive! Alors, les objets prennent conscience dès lors qu'un enfant se met à jouer avec eux? Est-ce que ça veut dire que si on s'amuse avec des cailloux, ils prennent vie? Est-ce que les ballons et les billes ont une conscience aussi? Pourquoi les jouets du supermarché sont en vie alors qu'on n'a pas encore joué avec eux? Bon, évitons de creuser trop loin. D'autant plus que si je n'avais que ça à redire sur le personnage... Déchets? Non, non, des jouets. Ce sont tous des jouets. Des déchets. Non, putain. C'est rien, ça va aller. Je vais le surveiller le temps qu'il s'habitue à la chambre. C'est pas bon signe quand votre histoire sérieuse me rappelle un sketch du joueur du grenier. Je suis un déchet et ma place est avec les déchets. Pourquoi il veut aller dans la poubelle? Et parce qu'il vient d'une poubelle. Non, il vient de différents morceaux fabriqués en usine et qui se sont trouvés pendant un petit moment dans une poubelle. À ce moment-là, étant donné que pas mal de jouets sont créés à partir de matériaux recyclés, est-ce que eux aussi voudraient pas vivre dans une poubelle? C'est l'une des excuses les plus pourries que j'ai vues pour forcer un caractère gaguesque. Parce que pendant les 10 prochaines minutes, tout ce qui va le caractériser, c'est « je veux aller à la poubelle, je veux aller à la poubelle ».
Alors vas-y, crève! Y a vraiment un public pour être intéressé par un concept de personnage aussi pourri? Vous auriez pu en faire quelqu'un qui veut juste être libre de la condition de jouet, mais il a fallu que vous lui donniez cette excentricité débile. Et le pire, c'est que c'est lui qui va amener tout le scénario. Oui, lors d'un voyage en camping-car, Fourchette. Vous savez quoi, ce nom est trop stupide pour moi, donnons-lui un truc plus approprié. Débilos tient absolument à se tailler sur une chanson très inspirée de Randy Newman. Je peux pas te laisser. Je peux pas te laisser te prendre pour un déchet. On sent qu'il est sur sa faim, le pauvre. Et il finit par réussir à jouer la fille de l'air. Je suis un détritus. Ah, mais Woody le suit. Ils vont donc devoir rattraper la caravane à temps pour retrouver Bonnie et sa famille. Pourquoi je dois être un jouet? Parce que tu as le nom de Bonnie marqué sur tes bâtonnets. Ça t'est pas venu à l'idée d'essayer de lui expliquer avant ça, Woody? Et sérieux, une fois que Woody lui explique, Débilos suivra plus ou moins le mouvement après ça. Il voudra plus se jeter dans n'importe quelle poubelle stupidement et acceptera l'idée d'être un jouet. Il a fini son arc. Et il reste 1h10 de film. En chemin, il tombe sur un antiquaire qui ravive quelque chose chez Woody. Bon? Oui, parce qu'une lampe comme ça, il n'y en a qu'un exemplaire dans le pays. Mais pour les besoins du scénar, ce sera la bonne, et nos guélurons s'aventureront à l'intérieur et tomberont sur les autochtones. Nous faisions ma petite promenade matinale, et surprise, on tombe sur vous. Je m'appelle Gabi Gabi, et je vous présente mon grand ami, Benson. Il était le second en lice pour jouer Chucky. Je la connais bien, Beau. C'est vrai? Venez avec nous, on va vous conduire à elle. Oh, vous sentez pas obligé de... si vous insistez. Ils ont l'air sympas. Oh, nous ne pouvons pas rester. Si vous pouvez. Oh, j'ai jamais été aussi surpris que lorsque j'ai découvert que Lotso était méchant. Vous ne pouvez pas vous en aller. Vous avez ce que je cherche. Vous l'avez là, dedans. Je veux votre âme. En fait, c'est sa boîte vocale qu'elle veut parce que la sienne est cassée. Je m'appelle Gabi Gabi et je t'aime beaucoup. Waouh! Tu sais qu'il doit y avoir des enfants que ça fait triper, ça? Woody profite d'un moment d'inattention pour se barrer, mais Débilos se fait capturer. Et c'est la seule raison pour laquelle il a accompagné Woody à l'intérieur. Il aurait pu juste attendre à l'extérieur ou simplement retourner à la caravane tout seul, mais il y avait besoin que Woody ait à y retourner. Étant donné que son sauvetage va être l'objectif principal des prochains 3/4 d'heure, et vu la personnalité du gars qu'on a montré jusqu'à présent, vous m'excuserez de ne pas être super emballé tout de suite. Chez les autres... Il y a une mission secrète aux confins de l'espace. Courez! Je crois que... il faut que je cours. Où ça? Courir? Pas le temps d'expliquer. À l'attaque! Pas le temps d'expliquer. Oh. Bon, on entame la partie la plus insultante du film pour moi. Buzz ne comprend pas le concept de conscience, et lorsque Woody lui parlera de petite voix dans sa tête qui lui dit quoi faire, il le prendra très littéralement. Donc ta voix intérieure te conseille pour tout. Quoi? Allez vous faire mettre! Ce personnage est censé avoir grandi de ses expériences. Vous ne pouvez plus le forcer à prendre les choses débilement au premier degré pour la gaudriole. Dès le second opus, il avait passé ça. Tu aurais pu me tuer, Ranger. Ou devrais-je dire, traître. Je n'ai pas le temps de jouer à ça. Quand on créait du gag sur lui dans les volets 2 et 3, ce n'était pas au détriment de l'intelligence qu'il avait développée. Et le pire, c'est qu'il servira à rien. Il n'aidera à absolument aucune résolution durant toutes les scènes où il apparaîtra. La seule chose qu'il apportera au récit pendant tout ce temps, c'est... Oh, par ici, cosmonaute. Si tu crois que tu peux débouler comme ça et nous piquer nos places de premier prix, tu te gourres. Tu te gourres. Ces deux merdes ne méritent même pas que je gâche ma salive. Mais bon, Buzz, lui, a au moins le mérite d'essayer de contribuer. Les autres jouets restent bêtement dans le camion en attendant que les choses viennent. Ah, je suis tellement content de retrouver tous les persos que j'aime dans ce film.
Et me lancez pas sur leurs entourloupes moisies dans la caravane. Le film pouvait facilement faire 100 et c'est un putain de miracle qu'il se soit pas fait repérer. De son côté, Woody tombe accidentellement sur une vieille connaissance. Comment allez-vous? Vous aimez faire du cheval? Le monde est petit. Oh, j'en crois pas mes yeux. Beau, incroyable. J'aurais jamais pensé que je te reverrais un jour. Une embrassade, c'est trop fougueux pour vous. Ça fait 9 ans que vous vous êtes pas vus, bordel de merde. Ce ne sont pas les seules retrouvailles. Voyons voir Bill, Bob, Oulala. Bi, Bop et Lula. C'est ça, voilà, pardon les gars. Les filles. Les filles. Les jouets moutons ont un sexe. Comment ça se détermine exactement? Beau est donc devenu un jouet errant aventurier. Il y a longtemps que tu te débrouilles toute seule. Ça fait 7 fabuleuses années. Et en 7 ans, t'as pas beaucoup bougé à ce que je vois. On reprend la route ou alors on décide de... Wow! Qui c'est ça? Tu te souviens, les jouets en chiffon dont je t'ai parlé? Le cow-boy? Ouais. Non. Oh, et les policiers, pourquoi tu le disais pas? Comment va, shérif? Agent Giggle McDimple. Ok, tu me plais, toi. En fait, y a pas que ça qui me plaît. La dynamique entre Woody et Bo est bien foutue, que ce soit pour afficher leur passé commun. Molly finissait par s'endormir la main sur le pied de la bergère. Oh, c'est bon, ça va, on a compris. Ou ce que leurs voix différentes ont forgé chez eux. Et Bonnie a besoin de lui pour affronter l'école. Les enfants perdent des jouets tous les jours, elle s'en remettra. Non. Ces retrouvailles, à quelques micro-détails près, marchent à merveille. Va pas t'infliger ça. Le cow-boy a un enfant. Giggle. Crois-moi, je suis passée par là. Tu te rappelles avec Musclor? Un cauchemar. Chut, le voilà. Salut! Il était juste en dessous, il vous a forcément entendu là. Il la convainc de l'aider à récupérer des bilos des mains de Gabi, toute sûre d'elle. Tu as le nom de ton enfant marqué sous tes pieds. Enfin, tes bâtonnets. Ce qui fait de toi un jouet très important. Vous me croirez si je vous dis que c'est une jeune chanteuse célèbre qui fait sa voix? Désolé si j'ai oublié de la compter dans mon dernier top 10. Bon, la suite, je vais vous la faire courte. Ils se font rejoindre via Super Chat par Buzz et les deux glandus qui n'avaient rien d'autre à foutre que de le suivre. T'as tout gâché. T'es un gâcheur de vie. Qui c'est cela? Ne mérite pas ma salive. Ils finissent par faire participer un jouet canadien casse-cou à l'opération. Yokaboom, roi de Cascada canadien. Oh yeah. Ouais. Il adore prendre la pause. Il est marrant. Et on va passer 3 plombes à mettre au point un plan de sauvetage, ce qui amènera à des belles pertes de temps bien trop longues pour leur résolution. Comment vous l'avez eu? Comment la voir, cette clé? Ils ont fait les cons là-dessus pendant presque 2 minutes. L'extase! Et ça s'arrête pas là, puisque toute cette longue préparation n'amène à que dalle! La fine équipe se plante royalement dans de l'action gag ridicule et se retrouve balancée hors du coin en mode retour à la case départ. 20 putain de minutes pour ça! Mais vu que Woody est super déterminé à sauver le jouet chéri de Bonnie, ce qui, une fois de plus, aurait été plus fort si ça n'avait pas été débilos, ça finit par clasher entre lui et sa bergère qui le laisse seul à ses ambitions. Ce n'est pas moi qui suis perdu, Woody. Venez, on y va. On se revoit tout à l'heure pour mon retour de veste. Bonsoir Woody, je viens te dire que j'existe. Au revoir. Et il me laisse tomber. Notre héros décide donc de retenter l'opération tout seul, ce qui marche du tonnerre. Je vais plutôt choisir le rideau numéro 2. Es-tu prêt à reconnaître au moins une vérité? Laquelle? Mon doublage reste plus supportable que celui de Jamel, on est d'accord? Le fait d'être là pour un enfant est la chose la plus noble qu'un jouet puisse faire. Elle finit par le convaincre de lui donner sa boîte vocale pour avoir, à son tour, toutes les chances de trouver un enfant qui puisse l'aimer. Tout ce que je demande, c'est d'avoir la chance de vivre un seul de ces moments-là. Alors, c'est un très joli moment, mais ça appuie bien toute l'inutilité qu'on vient de se taper avant. Ce film aurait facilement pu être raccourci d'un quart d'heure sans qu'on perde rien. Enfin bon, Gabi a tout dans la boîte et se lance alors dans l'opération Enfant à conquérir. J'ai trouvé une vieille poupée. Tu peux l'emmener chez toi si tu veux. Non.
Désolé, ça me fait un peu rire sur le coup. Et qu'est-ce qui se passe? Gabi devait devenir son jouet. Mon Dieu, Fourchette est capable d'empathie basique. Tout d'un coup, ça devient un perso extraordinaire. Il faut se dépêcher, viens. Non. Harmonie était mon seul espoir. C'est fini pour moi. La tristesse me fait jouer de façon encore plus fade. Woody est rejoint par sa chérie pour aider la pauvre à trouver chaussures à son pied, ou plutôt enfant à son jouet. Et à partir de là, la fin est très bonne. On a un passage vraiment fort où ils permettent à Gabi de trouver son enfant à consoler. Le jeu sur les pauses et le sentiment d'accomplissement du moment sont parfaitement réalisés. Bon, par contre, les creepypastas qui l'accompagnaient, ils peuvent un peu aller se faire voir à ce niveau-là. Après ça, Woody rejoint sa caravane et doit faire ses au revoir. Adieu, cow-boy. Adieu, cow-boy. Vous êtes qui déjà? Seulement, ces au revoir ne sont pas forcément pour qui on pense. Elle s'en remettra. Bonnie s'en remettra. Des adieux assez poignants qui complètent bien l'arc qu'on a instauré sur Woody dans ce film. Il devait apprendre à se trouver une nouvelle place après Andy et il le fait en revenant sur le choix qu'il a dû faire il y a longtemps. Et ça aurait été d'autant plus efficace si on avait un tant soit peu appuyé la relation avec ses amis auxquels il dit au revoir. Je veux dire, heureusement que je me souviens bien des films précédents pour que ça ait un impact, parce que c'est clairement pas ce film-là qui a aidé à donner du poids à cette séparation. Merde, même la relation Buzz-Woody a à peine eu droit au strict minimum. Bref, chacun sa route, chacun son chemin, et notre couple a trouvé sa voie en aidant les jouets de la fête foraine à se trouver des enfants à l'aide de la clique. Ouais, même les deux Pecno et Duke le Cap-Nadien qui semblait faire son business à part de peau avant ça. Une aventure qui vous change. Une meilleure que ça aurait été cool. Et des Bilos trouvent ça l'âme sœur. Je défie quiconque de faire du hentai sur eux. En me le revoyant, les qualités de Toy Story 4 sont un petit peu plus palpables. L'arc de Woody reste très satisfaisant et pas trop gênant avec la conclusion de la trilogie. Les moments d'émotion de fin sont bien menés. La moitié des nouveaux persos sont assez marrants même s'ils ne volent pas plus haut que leur gimmick. C'est un film aux valeurs indéniables. Mais ces tares le sont aussi. L'autre moitié de nouveaux persos donc est assez gavante. Les pertes de temps sont plutôt nombreuses et cassent pas mal le récit, et on sent que les scénaristes n'avaient aucune idée de comment incruster les habitués des films précédents en dehors de Woody et Bo, et leur contribution se ressent très péniblement comme de la figuration. Ce qui est particulièrement frustrant pour un fan de la franchise comme moi. Oui, le film est globalement bien. Est-ce que c'est un suivi méritoire à l'histoire déjà bouclée? Moyennement pour moi. Ça se sent à de nombreux tableaux qu'on pouvait faire bien mieux, et pour ma part, ça ne mérite pas tant que ça d'être célébré. Dans le genre, j'ai été plus satisfait par la suite de la semaine prochaine. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Je peux pas te laisser, je peux pas te laisser, je peux pas te laisser prendre pour un déchet. Plus question de s'en aller d'ici. Il a suffi que je me pointe. Ah, c'est pas un film Toy Story sans au moins ça. Toy Story 3 a facilement eu droit aux courts-métrages les plus ambitieux de Pixar. Le premier étant l'excellentissime Angoisse au motel, dont j'ai également déjà parlé dans le top 10 susmentionné. Une histoire prenante sur nos jouets qui se retrouvent dans un motel et disparaissent de façon inquiétante. L'intrigue jongle très bien entre deux genres en proposant une expérience vraiment mémorable. Ce coup-ci, je vais parler plus en détail de la seconde moitié, donc soyez avertis. On découvre en fait que les jouets qui passent par là sont capturés par le gérant qui veut se faire du fric en les revendant sur leur équivalent eBay. Avec un nom comme ça, tu m'étonnes que ça ait fait un bide. Ah, je m'ennuie. C'est une justification très vraisemblable et j'aime la façon dont ça sait rebondir sur la rareté de Woody. 2000 $? Si ça se trouve, c'est le collectionneur du second film qui essaye de l'acheter là.
Le pauvre, toujours voué à l'échec. Comme je l'ai dit, la structure en 2 temps est très efficace et fait admirablement briller le personnage de Jessie qui est au centre, en reprenant bien sa relation particulière avec Buzz. Un léger souci du détail que Toy Story 4 aurait pu avoir. Et surtout sa claustrophobie liée à son traumatisme du second film. C'est très efficacement montré et un véritable soulagement de l'avoir surmonté ça dans cette aventure. Jessie ne pardonne jamais, Jessie préfère se battre. On a une œuvre qui exploite avec panache les codes connus du cinéma à sa sauce, même si je n'aurais pas été contre qu'on me les mâche pas régulièrement. Ordinaire. Un environnement familier pour dissiper les soupçons du public. Oh, à ta place, je m'en abstiendrai. Le premier sorti revient rarement. Ferme ta gueule. C'est la partie de l'histoire où les personnages sont séparés et disparaissent l'un après l'autre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Merci. Cela dit, ce n'est pas exempt de petits défauts en dehors de ça, et on va en parler très vite. La demi-petit théâtre du chipotage. Il n'y a personne, tu es à moi, médecin. Je m'ennuie. Patience, tous les grands films d'horreur commencent lentement. L'attaque du vampire, c'est le moment où ça commence lentement. Qu'est-ce que ça doit être quand ça accélère? Nous avons un petit proverbe ici. Au motel des beaux rêves, on fait toujours de beaux rêves. Vous vous êtes pas trop foulé. Il est sorti. Qui voudrait racheter un distributeur de pèse sur internet? La vente est conclue. Vite, tout le monde en place. 2 ventes en 1 minute d'intervalle. C'est du timing qui arrange bien. L'art cinématographique a besoin de moments de suspense. C'est toi la brosse. C'est la vie, pas un film. C'est assez dingue que ce soit devenu un cliché cette réplique quand même. Sinon je te rejoins à 100% pour la première partie, monsieur Patate. Quelqu'un a vu Monsieur Patate? Quoi? Non. Il semble que le monstre soit revenu pour faire une dernière victime. T'inquiète pas, Monsieur Patate est là. Oh, comme je suis heureux. Tout le monde est devenu aveugle pendant 5 secondes. Bref, un must, et je ne peux pas en dire tout à fait autant du suivant. Qui s'est dit, en voyant Toy Story 3, je veux une histoire centrée sur cette tricératops qui surfe sur Internet? Eh bien, tant mieux mon garçon, parce qu'on a fait ce court-métrage exclusivement pour toi. Hors du temps, peu après Noël, Trixie, notre jouet préféré, est complexée que Bonnie ne s'amuse pas avec elle en tant que dinosaure. Oh, t'en fais pas, Trixie, la prochaine fois, tu seras un vrai dinosaure. Ah, tout de suite, vous savez comment nous agripper. Ça y est, le voilà, le terrifiant chatosaure. Oh non, il vient de pondre des millions d'œufs. Et ils vont éclore en monstres sanguinaires qui vont dévorer chaque être vivant sur leur passage. Fuyez pour vos vies. Elle ne va pas plus loin dans son scénario, et alors que notre héroïne déplore cet odieux catwashing, Bonnie emporte quelques jouets pour aller chez un ami. Accueillez le monde et ouvrez-lui votre cœur. T'es bien une décoration de Noël, toi. Mason? Enfant gâté. Mais Mason est trop occupé à jouer sur sa console, et Bonnie le suit. Mayday, Mayday, c'est la pire épreuve qu'on ait jamais eu à traverser. Délaissé, il découvre la nouvelle faune locale. Incroyable. Parlez promptement, imprudents étrangers, ou goûtez à mon arme magique. Ah, l'affaire Buzz qui recommence. Encore. Mais pour l'instant, nos héros ne le comprennent pas et se croient dans un JDR. Nous sommes de féroces guerriers, impatients d'étancher notre phénoménale soif de conquête. Les besoins de l'intrigue surpassent les besoins des neurones. Leur chef guerrier, dans un bel élan spéciste, ne s'intéresse qu'aux reptiles purs, en particulier la belle du jour. Et je suis... je m'appelle Trixie, rien que Trixie. Oh, moi qui pensais qu'il y avait un truc entre elle et Rex. En fait, pour ce que je m'en fous. Tu ne ressembles pas à nos femelles. Oui, chez nous les femmes ne savent que crier. Comme presque partout, j'ai envie de dire. Je crois
crois que c'est un méchant. Buzz et Woody se font capturer en mode express, tandis que Trixie, ignorante, s'acoquine avec le beau mâle. Est-ce que je t'ai dit que je passais un merveilleux après-midi? Ça se voit comme la corne au milieu de ta figure. Trixie, tu me fais remettre en question tout ce que je crois savoir. Trixie Battlezor Entire Parodie. Il semble être étrangement fixé sur la fierté du combat par chez eux. La bataille est notre raison d'être, notre raison de vivre, notre héritage d'un lointain royaume hors du temps. Et c'est la seule chose qui justifie pourquoi on a ce titre. Et c'est lorsqu'ils se mettent à massacrer les autres jouets en mode gladiateur que Trixie finit enfin par comprendre que peut-être il s'y croit pour de vrai. Mieux vaut tard, comme on dit. Bon, ça n'empêche pas de rester 40 secondes bêtement sur place pendant que Woody et Buzz défendent leur peau. C'est bon, vous gérez les gars. Elle finit quand même par intervenir. Pas gros. Gros méchant. Quoi, la répartie? Dans ta gueule. Et je croyais te connaître. Je me disais exactement la même chose. Après quelques minutes d'action, Trixie a l'idée d'aller attirer l'attention de Bonnie et Mason, mais Mac Bogos la suit et finit par se rendre compte de son véritable statut. Parce que t'as jamais eu l'occasion de voir ta boîte avant. Reptilus, ton monde est plus grand que tu ne le crois. Laisse-moi être ton Woody bis, Buzz bis. Un jour, tu es un dinosaure, le lendemain, un renne volant, ou une chose que tu n'aurais jamais imaginée. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'être là pour notre propriétaire. Tout ce qu'on nous demande... c'est d'être des esclaves joyeux. À nouveau, faut pas chercher trop loin dans l'interprétation de la logique de ce monde. Il est convaincu, accepte d'attirer l'attention des deux petits-hauts, et les jouets reptiles découvrent enfin ce qu'est la plénitude d'être aimé par un enfant. J'ai trouvé ça délicieux. J'aime qu'un enfant me touche. Essaye de le formuler différemment. Ainsi, tout est bien qui finit bien. Sachez profiter de la vie, c'est le plus beau des cadeaux. C'est une phrase de conclusion comme une autre. C'est acceptable en soi. L'action et les dialogues font bien le job, mais le propos est un peu réchauffé par rapport à ce que la franchise a déjà fait, et ça manque un peu d'envergure. Mais ça reste pas mal pour passer le temps. Et le tour est fini. Et dans toute la galaxie, la pluie sera notre seul ennemi. Notre seul ennemi.